L'entrepreneuriat est l'une des mesures phares promues et prônées par le gouvernement togolais dans son effort de lutte contre le chômage et la pauvreté des jeunes. Des mécanismes tels que le FAIEJ, le PAIEJ-SP, l'AJEF ont été lancés pour pouvoir soutenir et accompagner les jeunes porteurs de projets novateurs. Cependant, entre ce qui est promu et la difficulté d'observer à l'œil nu sur le terrain des jeunes entrepreneurs qui émergent et qui réussissent, une question revient tout de même à l'esprit du téléspectateur le plus avisé, en tout cas de tout observateur. La question, elle est toute simple. L'entrepreneuriat est-il du faux rêve vendu aux jeunes? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois encore dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo. Tout de suite, nous plantons le décor avec notre chroniqueuse du jour, Ghislaine Abodo. Bonjour. Bonjour Roger. Alors Ghislaine Abodo va nous faire voyager dans l'univers des entrepreneurs togolais, de l'entrepreneuriat de façon générale. Alors Ghislaine, dans un pays où l'indice de la pauvreté atteint 57,3% sur l'ensemble du territoire national, selon l'ASCAP, la stratégie de croissance accélérée de la promotion de l'emploi, l'un des secteurs sur lesquels le gouvernement s'appuie pour pouvoir lutter contre la pauvreté et le chômage, c'est bien l'entrepreneuriat des jeunes. Effectivement, Roger, selon le CFE, le Centre de formalité des entreprises en 2020, c'est plus de 12 500 entreprises qui ont vu le jour au Togo. Mais au courant de la même année, c'est-à-dire 2020, c'est entre 22 et 30% des entreprises qui ont dû fermer leurs entreprises s'il faut s'en tenir aux chiffres officiels. Des entreprises fragilisées par la pandémie du Covid-19 et qui pour la plupart ont eu du mal à faire face aux charges liées à la gestion de leur structure, c'est-à-dire le paiement des factures d'eau, d'électricité, le paiement des impôts à l'OTR, le paiement des taxes aux mairies. Afin de remédier à cette situation qui ne date pas d'hier, le gouvernement va mettre en place des stratégies pour promouvoir l'entrepreneuriat pour que tous ces jeunes puissent se frayer un chemin. Donc des organes pouvant permettre d'investir pour la croissance de ces entreprises, à savoir le FAIEJ, qui jusqu'au 30 juin 2021 a financé 3 600 projets à hauteur de 4 522 millions de francs CFA et a formé 2 832 jeunes en auto-emploi. Il y a également le PAIEJ-SP qui intervient dans le secteur agricole et a participé à la création de 35 000 emplois directs grâce au financement accordé et a également participé à la création de 1420 primo-entrepreneurs entre 2016 et 2020. Ajouté à cela, on retrouve également le Fonds national de finances inclusives, le FNFI, qui depuis 2013, par ses différents mécanismes, a financé de jeunes entrepreneurs porteurs de micro-projets. Sans oublier que l'État a décidé également de réserver 25% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs. Et qu'est-ce que le gouvernement togolais a fait concrètement pour aider ces jeunes à gérer les entreprises? Alors, sachant que de 2010 à 2015, 30% des entreprises togolaises créées ne sont plus en activité, le gouvernement a mis en place des incubateurs dans 3 régions du pays, à savoir la région maritime, la région de la Kara, la région des Savanes, afin de former les porteurs de projets à la création et à la gestion de leurs entreprises. Alors, est-ce que ces mesures ont réussi à satisfaire l'attente de ces jeunes entrepreneurs togolais? Pas vraiment, car certains de ces entrepreneurs doivent faire face aux produits importés d'Europe ou d'ailleurs. Prenons l'exemple du riz local. Ce riz qui se vend à 13 000 francs le sac de 25 kilos contre le riz importé qui lui est à 10 000 francs CFA. C'est une situation qui pousse d'ailleurs certains à s'orienter vers d'autres pays de la sous-région qui leur proposent un environnement plus potable et un marché local plus protégé, tandis que les moins chanceux ont mis la clé sous la porte. L'autre facteur également qu'on ne doit pas oublier, c'est le pouvoir d'achat très faible du Togolais. Alors Roger, figure-toi qu'avec 100 francs, vous pouvez encore manger au Togo, ce qui est très difficile en Côte d'Ivoire. Alors si un Ivoirien investit dans la restauration, il a plusieurs chances de réussir, même si le plat peut coûter 2 000 francs. Au Togo, il faut 20 plats pour avoir 2 000, car le Togolais qui est payé en dessous du SMIC, évalué à 35 000, aura du mal à dépenser 2 000 francs juste pour manger à midi, alors que sa femme et ses enfants doivent manger le soir. Alors, autant de raisons qui nous poussent aujourd'hui à savoir si l'entrepreneuriat au Togo n'est finalement pas que du faux rêve vendu.
du faux rêve vendu ou pas? Ghislaine, je vais creuser tout à l'heure avec mes invités qui seront au plateau dans un instant. Une fois encore, Ghislaine, merci. Merci à toi, Roger. Alors, comme je l'annonçais tout à l'heure, avec Ghislaine, je suis avec mes deux invités au plateau. À ma gauche, j'ai Horus Dankouvi, qui est un habitué de ce plateau. Il est analyste politique. Horus, bonjour. Bonjour Roger, bonjour à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Alors, puisque nous parlons d'entrepreneuriat, quoi de plus normal que d'avoir un entrepreneur avec nous au plateau. Lui s'appelle Tanko, le monsieur Tanko Timanti, directeur général de Tanko Food, chevalier de l'Ordre national du mérite agricole sacré, meilleur projet entrepreneuriat en 2018 au Togo. Il est dans l'entrepreneuriat depuis l'âge de 15 ans. Tanko, bonjour. Bonjour Roger, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Très bien. Alors, nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat. On le sait, on est là. Et vous verrez que le gouvernement togolais a promu, continue d'ailleurs dans la promotion de l'entrepreneuriat à sa façon pour pouvoir lutter contre la pauvreté, le chômage des jeunes. Et on connaît des mécanismes comme le paillage SP, le FAIEJ, la JSEF. Mais mon cher Tanko, quand vous voyez un peu toutes ces initiatives, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'entrepreneur? Bon, disons que toutes ces initiatives me disent que le gouvernement fait l'effort quand même de promouvoir l'entrepreneuriat. Mais, comme on le dit, tout le monde n'est jamais satisfait, tout le monde ne sera jamais satisfait. Mais quand même, il y a des efforts qui sont faits parce qu'il y a, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des mécanismes. Et au départ, il n'y en avait pas autant que ça, mais on s'est rendu compte qu'en fait, le gouvernement essaye chaque fois que il arrive à un certain niveau, que c'est bloqué, il essaie de mettre un autre mécanisme pour permettre à ceux qui sont bloqués à ce niveau de monter à une échelle supérieure, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, bon, c'est un peu comme ça que se dessinent les mécanismes d'accompagnement ou les mécanismes de financement que le gouvernement a mis en place. Alors, vous avez suivi tout à l'heure le développement que nos chers entrepreneurs ont fait. Vous êtes par exemple, vous êtes un analyste politique. Dites-nous, quelle analyse faites-vous des différentes mesures prises par le gouvernement togolais pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes au Togo? Ok, alors le gouvernement prend plusieurs mesures, mais ces mesures sont, pour moi, c'est comme des aides. Alors qu'en réalité, le gouvernement devrait être derrière les entrepreneurs de façon beaucoup plus présente, en tout cas de façon beaucoup plus offensive. Je vais donner un exemple. Il y a de cela quelques années, on a invité un entrepreneur chinois, Jack Ma, un homme d'affaires chinois, et on l'a présenté avec voilà, le monsieur d'Alibaba. Le monsieur d'Alibaba, voilà, avec toute l'essence, ce qui est tout à fait normal, sauf qu'on n'a pas expliqué par exemple aux entrepreneurs ce qui a construit Jack Ma. Jack Ma est membre du PC chinois. Le Parti communiste chinois. Parti communiste chinois. Oui. Jack Ma a bénéficié d'un encadrement, si vous voulez, chinois qui lui permet de prétendre à environ 1,7 milliard habitants de clientèle. Il y a un protectionnisme chinois dont sa société a bénéficié. Oui, mais donc, pour faire preuve de ce protectionnisme chinois, il faut quand même noter aussi que bon, la Chine, c'est carrément un État-continent. C'est une question de démographie aussi. Est-ce que le Togo peut s'aventurer sur la question du protectionnisme? Alors, comment dirais-je, c'est certes, il y a certes une question de démographie, mais il y a surtout une question de participation des États dans la construction de l'industrie du pays. Cela se fait de façon offensive. Il n'existe aucun pays au monde sur le chemin qu'on prétend copier, celui du capitalisme, celui du néolibéralisme, où les États ne sont dans une démarche protectionniste. Comme vous voyez, la plupart des grandes multinationales européennes, américaines, asiatiques, vous avez un État fort derrière qui booste. Vous avez Samsung, vous avez de l'État coréen qui investit dans Samsung. Vous avez le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré a des relations avec l'État français. Et ainsi de suite. Vous allez voir Chrysler aux États-Unis, Walt Disney, qui est dans le cinéma. Il y a l'État américain qui jette un œil dessus. Et en Afrique, on n'a pas ça. On est dans l'aide. Tant qu'on ne partage pas entièrement tout ce que vous dites. Oh, pas forcément, mais sur la question du protectionnisme, est-ce que le Togo peut se risquer à faire du protectionnisme? Moi, je dirais oui. Mais il faut juste être astucieux. Moi, je suis dans la tomate. Je transforme de la tomate. La dernière fois, il y a je crois que c'est l'ATC, Association togolaise des consommateurs, et puis OADEL, une organisation qui fait la promotion des produits locaux,
qui ont collecté tout ce qu'il y a comme tomates importées sur le marché, qui ont envoyé ça à l'ITRA et qui ont fait analyser. Les résultats disent que plus de 60% des tomates concentrées qui sont sur le marché togolais contiennent trop de plomb. Trop de plomb. Pour ne pas trop parler, je suppose que certains se souviennent qu'on a fait en temps une campagne sans plomb dans les carburants. Donc vous imaginez, on ne veut pas qu'il y ait du plomb dans le carburant, mais on a trop de plomb dans ce que nous consommons. Ça, le gouvernement peut se saisir de ça et dire que quand vous ramenez votre produit sur le marché, vous devez forcément le faire analyser. Si on trouve trop de plomb dedans, on détruit. C'est du protectionnisme. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne le fait pas? Bon, ça, je ne saurais le dire. Ça, je ne saurais le dire. Ça, il faut peut-être se rapprocher du ministère du Commerce. Je sais que, bon, dans une autre vie, j'étais proche de ces services-là et je sais que c'est parfois compliqué de faire du contrôle. Mais je pense qu'il y a une question de volonté. Parce que si on veut, on peut. La volonté contrôler, politique. oui, contrôler, c'est simple. Il suffit de dire à la douane que tant que le conteneur ou le promoteur, le commerçant qui a importé n'a pas apporté une attestation de salubrité, qu'on nous demande à nous, entrepreneurs togolais, tant qu'il n'a pas apporté ça au douanier et que c'est clean, on ne libère pas son conteneur. C'est aussi simple que ça. Quand il s'agit de vous, on demande. Quand il s'agit des autres, on ne demande voilà, pas. C'est ça. Moi, je dois montrer une attestation de salubrité avant de mettre mon produit sur le marché. Dans une autre vie, vous étiez là-bas, comme vous l'avez dit. Dans votre nouvelle vie, vous êtes entrepreneur, je l'ai dit depuis l'âge de 15 ans. Dites-moi, est-ce que toutes les différentes mesures prises par le gouvernement togolais répondent véritablement à la soif des entrepreneurs? Parce que vous êtes là, vous êtes un des entrepreneurs. Est-ce que ça répond véritablement à la soif des entrepreneurs togolais? Certaines mesures répondent, certaines ne répondent pas. Vous savez, ça dépend du niveau auquel vous êtes. Quelles sont les mesures qui ne répondent pas? Aujourd'hui, quand vous prenez tous les mécanismes, vous allez commencer par les mécanismes. Quand vous prenez tous les mécanismes qui existent, du moins moi dans ma filière ou dans les filières où je suis, vous n'avez pas la possibilité d'avoir, par exemple, 2, 3, 4, 5, 10 milliards de francs CFA pour mettre en place une usine. Vous voyez? Les mécanismes qui existent sont beaucoup plus pour les primo-entrepreneurs. C'est-à-dire des gens qui démarrent et qui ont besoin de 1 million, 500 000, 2 millions, 10 millions, 20 millions, etc. etc. Maintenant, c'est pour ça que je disais que chaque fois qu'on arrive, on a un blocage, le gouvernement essaye de trouver des solutions. Par exemple, nous qui sommes arrivés à une phase de croissance où on a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir passer à l'échelle, avec EcoBank qui sont en train de faire un certain nombre de choses pour faire en sorte qu'on puisse avoir des montants qui sont plus importants que ce qu'on a. Donc oui, par rapport à certaines personnes et au niveau d'entrepreneur auquel vous êtes, les mesures du gouvernement peuvent se prêter à vous, mais par rapport à d'autres niveaux d'entrepreneuriat, vous ne trouvez pas votre compte. Vous avez évoqué la banque. Nous allons revenir tout à l'heure sur la question de la banque parce qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui en ont parlé également. Je souhaiterais vous faire voir ce reportage. Ce que je peux dire, je suis dans ce métier maintenant, ça fait 10 ans, plus ma formation. Et les difficultés, il y en a plein. Aujourd'hui, je tiens à lancer un appel au gouvernement togolais de pouvoir se pencher aussi vers nous, ceux qui sont dans le métier de l'art tailleur, nous les stylistes, ceux qui sont dans la mode. Je peux dire aussi qu'il n'y a pas assez de consommateurs locaux. Alors, je pense qu'il nous faut des apports financiers, il nous faut des opportunités de voyage pour que nous puissions acquérir d'autres compétences dans ce métier. Au niveau des banques, pour contacter des prêts, il y a beaucoup de difficultés, surtout au niveau de formalités administratives. Mais au niveau des microfinances, ils nous aident, mais seulement, bon, leur taux d'intérêt, des fois, c'est ça qui nous pénalise. Et des fois, lorsque tu n'arrives pas à payer les mois, la manière dont ils nous bousculent, ça nous gêne beaucoup. Les jeunes, ceux qui veulent démarrer ont beaucoup de difficultés pour se localiser. Donc si au moins le gouvernement crée un petit marché, espace pour donner un peu à ces jeunes-là, bon, selon moi, je crois que ça peut aider. Il y a des mesures qui sont mises en place par le gouvernement actuellement, à savoir 15% des marchés publics qui sont octroyés aux jeunes et femmes entrepreneurs. Donc toute entreprise, tout entrepreneur qui se trouve dans la tranche d'âge de 0 à 40 ans et toute femme entrepreneur peut bénéficier. Je peux déjà dire par là que j'ai eu à bénéficier de ces marchés. Bon, l'effort est fait du côté de l'autorité publique. Déjà, il faut le saluer.
Donc aujourd'hui, s'il faut changer quelque chose, je dirais juste qu'on n'a qu'à dire d'abord merci à l'autorité publique pour toutes ces mesures mises en place pour pouvoir favoriser l'entrepreneuriat en milieu jeune, mais peut-être demander encore que des efforts soient faits supplémentaires au niveau des fiscs, des fiscs, je parle des paiements des impôts et tout, des taxes qui sont relatives aux entreprises, peut-être aussi au niveau des services sociaux comme la CNSS, où il faut quand même déclarer un certain nombre de personnes avant de pouvoir être éligible pour certains marchés. Et aussi peut-être améliorer la relation banque et PME. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour les jeunes entreprises. Quand aujourd'hui nous devons avoir accès à un crédit, on nous demande d'avoir peut-être une garantie qui a la valeur du montant de votre crédit. C'est parce que vous n'en avez pas que vous venez vers eux. Mais on vous demande de l'avoir, donc c'est un peu compliqué. Donc l'État peut aussi essayer de voir ce côté et améliorer la relation banque-PME. L'accès au crédit, relation banque-PME, les fiscs, tout est un peu rassemblé. Finalement, est-ce qu'il y a des entreprises qui réussissent au Togo, Horus? Alors moi, je vais poser une question aux gens, ceux qui nous écoutent. Je vais demander, est-ce que vous pouvez me citer une entreprise togolaise qui a 5-60 ans de capitaux togolais qui est passée à la pérennité? Si vous vous mettez à chercher dans vos têtes... Bon, les 60 ans dont vous parlez au même moment, ça correspond un peu à la période des indépendances. Oui, mais avant la période des indépendances, il y avait déjà des entreprises familiales, voilà, des familles qui passaient à la postérité en faisant du commerce. Le Togo a été créé justement parce que il fallait sécuriser du commerce. Donc si vous n'arrivez pas à citer une société togolaise, de capitaux togolais, donc détenus par des Togolais, 2, qui passe à la pérennité, c'est-à-dire qu'on passe d'une génération à l'autre, c'est qu'on a un grave problème. Tanko, est-ce que vous connaissez des entrepreneurs jeunes qui réussissent véritablement avec les différentes mesures prises par le gouvernement? Je pense qu'il y a des jeunes qui réussissent. Maintenant, vous, par exemple, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par la réussite. Quand je dis qu'il y a des jeunes qui réussissent, pour moi, ce n'est pas forcément des jeunes qui se sont enrichis déjà, mais des jeunes qui ont lancé un produit qui marche et qui arrive à se maintenir. Il faut reconnaître que le marché togolais est compliqué. Le marché togolais est compliqué. Les premiers à réussir en général, c'est les gens qui font du commerce. En général, les premiers à réussir, c'est les gens qui font du commerce. Quand vous rentrez dans la transformation, etc., c'est extrêmement compliqué. Mais il y a des jeunes qui réussissent. Nous, on a lancé notre produit, ça fait déjà un moment, je crois, 5 ans. Tanko Timati est toujours sur le marché, pas forcément parce qu'on est en train de gagner de l'argent sur Tanko Timati, mais parce que nous pensons que c'est un produit qui a de l'avenir. Et chaque jour, nous continuons de réfléchir pour trouver des solutions, des alternatives afin de faire consommer beaucoup plus de Togolais. Mais après, il faudra passer par la comptabilité, parce que vous venez de faire une publicité gratuitement comme ça. Alors, Horus, on a évoqué la question des banques. Est-ce qu'au Togo, on est en train de brader petit à petit les banques qui appartiennent encore au Togo? On est en train de vendre ou bien de privatiser les banques. Au même moment, on se dit qu'on fait la promotion de l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce paradoxe? C'est compliqué parce que, alors, on a des banques, si vous voulez, c'est un peu comme, si je dois faire une image, c'est un peu comme ceux qui font tous ceux qui sont dans le bateau. J'ai oublié comment ça s'appelle. Vous allez voir des bateaux qui ont pavillon togolais, mais qui ne sont pas en réalité détenus effectivement par les Togolais. Donc c'est la même chose au niveau des banques. Vous allez avoir des banques qui sont magnificentes, qui sont belles et ainsi de suite, mais en réalité qui ne sont pas détenues par des Africains ou même des Togolais. Donc par conséquent, l'entrepreneur qui veut se lancer ou l'État qui veut booster un entrepreneur afin qu'il puisse grappiller des parts de marché, cet État ne peut pas se le permettre parce que même la banque est détenu par des pays qui sont en concurrence avec votre propre entrepreneur. J'insiste sur l'intervention des États. Les multinationales qui émergent actuellement et qui conquièrent le monde, au début, ont été pistonnées par des États. Vous allez en Corée, les plus grandes sociétés, Samsung y compris, sont pistonnées par des États. Vous allez au Japon, les Aibatsu sont pistonnés par des États. Vous allez aux États-Unis, partout c'est comme ça.
Donc, au niveau de nos États africains, si on prétend, parce que le défi, par exemple, qu'il y a pour une entreprise africaine, c'est que l'entreprise africaine, elle va rentrer dans un secteur où la stabilité, le fait d'être à un niveau statique n'existe pas. C'est-à-dire que, par exemple, pour la boîte de M. Tanko, c'est ça? De Tanko Timati, par exemple. Tanko Timati est condamné à conquérir, à acheter d'autres sociétés, au risque de se faire avaler. Je rappelle que le vieux Bolloré n'est pas petit. Vous êtes à la 4e génération Bolloré. Oui, donc, non pas seulement, c'est-à-dire que, quand par exemple vous avez Tanko Timati, qui a actuellement au Togo, on est 7 millions, doit être assez forte pour acheter la société de fabrication de tomates du Ghana, conquérir celle du Burkina, et ainsi de suite, ou avec la même dextérité que l'on a vu Ecobank racheter des banques au Nigeria pour grappiller des parts de marché, parce qu'en réalité, tant que vous ne grossissez pas, vous êtes susceptible d'être avalé et démantelé par quelqu'un d'autre. Lorsque vous avez par exemple Fanmilk qui arrive à avoir disons, qui est sous-régionale, Fanmilk à un moment a été racheté par Danone, parce que Danone, mais justement, a besoin de cette part de marché-là. Donc, tant que vous n'arrivez pas à avoir des acteurs, il ne suffit pas de dire aux gens, oui, faites de l'entrepreneuriat. Il faut encore que vous leur assurez la protection. Alors, tout à l'heure, il parle de la qualité de ces produits. Oui. C'est pire que ça. Il faut labelliser. Il faut instruire les gens dans le goût. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous prenez cette tomate qui a un goût différent de la tomate industrielle, il faut la mettre dans les cantines professionnelles, scolaires, et ainsi de suite. Éduquer les personnes de façon à ce que le produit puisse conquérir des parts de marché. Il est tout évident que ce sujet sur l'entrepreneuriat, si on veut vraiment continuer, on ne va pas finir ici aujourd'hui. Mais je voudrais qu'on fasse un jeu, comme ça se fait à la justice. Dites-moi, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Faites ça, comme ça les téléspectateurs vont voir. Je jure de dire la vérité. Alors, au regard de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, l'entrepreneuriat au Togo, est-ce du faux rêve vendu à la jeunesse? C'est ça la question. On répond de façon franche. La vérité, rien que la vérité. Alors, il faut faire attention. Ce n'est pas un faux rêve. Le problème, c'est que la substance a été viciée. Je m'explique. On dit entrepreneur en Afrique. En vérité, ce n'est pas un entrepreneur. C'est un homme d'affaires. Oui. C'est un start-upper. C'est tout ce que vous voulez. En Afrique, on restreint en disant entrepreneur. Ça, c'est un. Deux, on n'apprend pas aux gens la structuration qui va leur permettre de passer à la pérennité. Parce que c'est un investissement de vie. Ce n'est pas un investissement momentané. Il investit sa vie. Ça veut dire que lorsqu'il investit sa vie, ça doit passer à la pérennité. Ça veut dire qu'il va la passer à ses enfants, qui vont la passer à ses enfants. Donc, il doit avoir une structuration. C'est ainsi qu'on retrouve, par exemple, en Europe, on dit concessionnaire depuis 1867, exactement. 1800 Peugeot, etc. Moi-même, j'avais un whisky dont je tais un peu le nom. Quand je vois sur la bouteille, on écrit depuis 1887. Allez-y chercher, vous trouverez, oui, ça encore dans la gorge. Et voilà, et un dernier point, l'État, justement, qui à un moment, lorsqu'il passe sa société à la pérennité, et que cette société, à l'extérieur, par exemple, quand vous prenez une société comme Ebomaf, qui est burkinabé, en réalité, c'est du soft power burkinabé. Donc, par conséquent, pour un autre pays, c'est le moyen d'influencer aussi la politique, d'avoir un leadership, comme le Nigeria. Plus vous parlez, plus vous risquez d'empêcher. Oui, donc je vais m'arrêter. Voilà. Tant qu'on rien que la vérité pour pouvoir conclure cette émission, est-ce que c'est du faux rêve vendu? Vous êtes entrepreneur. Non, je ne pense pas. Vous voyez aussi la réalité autour de vous. Ce n'est pas du faux rêve vendu, mais c'est juste qu'on n'explique pas les choses aux gens aussi. On ne dit pas à un entrepreneur que quand tu va t'engager, c'est que tu vas perdre ta famille, tu vas perdre tes amis, tu pourras passer des nuits dans des commissariats, tu seras endetté, ta petite amie va te lâcher, ta petite amie va te lâcher, tu n'auras plus 1000 francs pour mettre du carburant dans ta moto ou dans ta voiture. On n'explique pas ça aux gens. Pour moi, c'est la véritable problématique aujourd'hui. Des gens s'engagent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils entendent dire il faut entreprendre, il faut entreprendre. Tu vas devenir ton propre patron. Mais ça vous coûte quoi d'entreprendre? On ne nous le dit pas au départ. Mais attendez, je connais plein d'entrepreneurs qui dorment dans les commissariats. Tout simplement parce qu'ils ont fait une toute petite erreur en ficelant un contrat avec quelqu'un. Et demain, la personne va dire qu'il l'a arnaqué.
c'est usage, faux usage de ou faux. bien abus de confiance, etc. Mais tout ça, il faut qu'on explique aux entrepreneurs que oui, il faut entreprendre, voilà les avantages, mais attention, voilà les inconvénients. Et la personne, il décide en connaissance de cause et il s'engage. Demain, quand les conséquences arrivent, il supporte, il tient dur. Et puis après, quand il s'en sort, il sait que bon, Je vous inviterai une autre fois à venir expliquer tout cela à nos téléspectateurs. Encore une fois, merci à vous. À ma droite, j'ai M. Tanko Timanti. Je préfère l'appeler comme ça parce que ça lui fait une belle pub. Et à côté, nous avons à ma gauche Horus Donkouvi, qui est un analyste politique. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé ce temps très cher de nos téléspectateurs avec nous. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, merci encore une fois pour l'attention. Je ne cesserai jamais de le dire. Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière. Et à la prochaine.